Entre le vent agréable et le soleil brûlant, Yuko s'amuse comme une folle. Continuez à prendre de la vitamine D. Si seulement il n'était pas en pleine opération, Miki aurait pu la rejoindre. Yuko fait alors signe à Arashi et Mikoto, à l'intérieur d'un véhicule de surveillance, de poursuivre l'opération. Arashi se précipite vers la porte ennemie et Miki fait sauter ses charnières, ce qui permet à ses coéquipiers de passer. Les hommes de main tentent de se rendre utiles et courent après eux, mais la fidèle camionnette blanche du groupe se fraye un chemin et leur bloque le passage. Itsuji, masqué et vêtu d'une tenue d'infirmière, sort de la voiture et les accueille avec des balles. Après un peu de navigation, Arashi arrive au repère de la bête, seulement pour découvrir que la bête n'est pas tout à fait ce qu'elle est censée être. Il ne faut pas longtemps pour qu'un cavalier masqué fasse irruption dans sa chambre, mais notre homme n'est pas du tout effrayé. Au contraire, il lui lit sa sentence, la tumeur maligne, Aranami Hideo. Pensant qu'Arashi est un flic, Hideo tente de l'intimider, affirmant que son influence s'étend jusqu'aux plus hautes sphères de la police. Dommage, cependant. Arashi n'en est pas un. Arashi sort son arme et traite Hideo d'une lésion qui doit être excisée aujourd'hui. Il ajoute que la couleur de l'étiquette de Hideo est « black » et qu'il est irrécupérable. Cependant, il propose à Hideo une façon humaine de partir. Il jette son arme à l'escroc tremblant, qui est déconcerté par son geste. Un garçon mystique apparaît soudain à côté d'Arashi. Le garçon lui demande ce qu'il espère accomplir avec cette cascade, ce à quoi Arashi répond qu'il veut voir la conscience humaine. Malheureusement, Hideo a d'autres projets. Il saisit l'arme pour tirer sur Arashi, mais se heurte au casque de ce dernier. Tu dois te débrouiller seul, car Arashi sort un autre pistolet. C'est à ce moment-là qu'Hideo a compris qu'il s'était trompé. Une fois l'étiquette noire tombée, l'équipe s'échappe, et c'est tout aussi explosif que leur entrée, grâce à Oria. Arashi et Mikoto arrivent au quartier général de Black Label, où leurs collègues et le président Mochizuki les accueillent. Ce dernier félicite l'équipe d'avoir réussi à se débarrasser d'une autre lésion. Pour le président Mochizuki, une ville peuplée n'est pas différente d'un corps humain. Ces différents systèmes fonctionnent ensemble de manière organique, se développent et évoluent. Mais parfois, des tumeurs se forment et envahissent les tissus sains du corps. La mission du Black Label est alors d'exciser de force toutes les lésions que la médecine légale ne parvient pas à traiter. En d'autres termes, le Black Label est une organisation de chirurgiens qui élimine le mal de la ville. Arashi prend ensuite une douche pour se débarrasser du sang et des taches de la rencontre intense. Cependant, quelque chose d'autre le tracasse. Ses souvenirs d'enfance avec son ami Ryu lui reviennent en mémoire. Ryu a toujours voulu être un héros qui s'en prend aux méchants, alors qu'Arashi, pas vraiment. Bien que l'Arashi d'aujourd'hui fasse exactement cela, il n'a pas l'impression d'être un héros. Mikoto le rejoint dans la salle de douche, mais même elle est gênée par le comportement antérieur d'Arashi. Elle s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à donner son arme à leur cible. Mais la réponse d'Arashi la trouble encore plus. Il dit qu'il l'a fait pour confirmer la conscience humaine. Mikoto l'affronte avant qu'il ne se mette à philosopher, mais s'arrête lorsqu'elle voit le corps meurtri d'Arashi. Ailleurs, une agente rapporte la mort d'Hideo à son patron. Se rendant compte que cela affectera leur trésorerie, le patron se met en colère contre elle. Mais il se calme rapidement lorsqu'il se souvient que le fils d'Hideo est toujours en vie. Quoi qu'il en soit, il ordonne à son agent féminin d'enquêter sur la mystérieuse organisation responsable de cette affaire, et celle-ci répond à son patron en lui révélant qu'il s'agit de Kyoji. Pour apaiser son patron en colère, elle lui annonce qu'un cargo a quitté le port comme prévu. Le lendemain, en classe, Arashi est toujours préoccupé par sa récente mission. Au moins, il est resté jusqu'à la fin de l'heure de cours, ce qui lui donne un peu de répit. Alors que le reste de la classe se moque de l'étourderie d'Arashi, une fille semble l'apprécier. Hinako est chargée de donner à Arashi des polycopiés pour les leçons qu'il a manquées. Comme elle ne trouve pas Arashi dans une autre salle, son ami Iku lui indique où le chercher. Iku dit même que c'est l'occasion pour Hinako, ce qu'elle nie malgré ses joues rougissantes qui disent le contraire. Hinako trouve Arashi dans la cour, mais son excitation s'estompe rapidement lorsqu'elle le voit parler à une autre fille. Hinako s'abrite derrière un arbre, tout en jetant un coup d'œil et en évaluant la situation. Elle reconnaît la fille comme étant Mikoto Sanpei, ce qui ajoute à sa confusion. Mikoto remarque Hinako avant qu'elle ne s'en aperçoive, ce qui amène Arashi à s'approcher d'elle. Hinako explique qu'elle n'espionnait pas. Bien sûr, pourquoi Arashi le penserait-il? Il dit qu'il ne parlait qu'à une amie, au grand soulagement d'Hinako, qui trouve étrange d'être l'amie d'une femme de la haute société. Avant de perdre la tête, Hinako remet les imprimés et ses notes à Arashi. Maintenant qu'elle est arrivée jusqu'ici, Hinako tire son coup. Elle lui demande s'ils peuvent rentrer ensemble à la maison. Arashi est d'accord avec l'idée. Après tout, il veut manger à nouveau au café d'Hinako. Au café, Hinako va se changer dans sa chambre pendant qu'Arashi attend sa commande. Soudain, Arashi reçoit une étiquette de triage de couleur noire. Peu après, Hinako sort avec sa jolie tenue de femme de chambre, mais Arashi est déjà parti.
Pendant ce temps, à l'Aranami Concrete Building, un groupe d'hommes torture une fille, les yeux bandés, les mains attachées, et la fouette pour s'amuser. Dans un coin, un homme nommé Fujino est contraint de parler alors qu'il entend les gémissements de sa fille. Le refus de Fujino de divulguer des informations a rendu les choses ennuyeuses, alors les coupables veulent ajouter un peu de piment. Le cerveau se révèle être TC, le fils d'Hideo. Il accuse Fujino d'avoir tenté de confier les comptes de la société à la police après la mort de son père. Soudain, un homme fait irruption dans la pièce. Les coupables le reconnaissent comme étant l'inspecteur Tatara, bien qu'il ne semble pas avoir été invité à leur fête. Curieusement, les hommes de TC semblent avoir laissé entrer le détective. L'inspecteur Tatara joue les idiots et dit qu'il passait par là par hasard, mais qu'il a dû aller voir ce qui se passait lorsqu'il a entendu des cris. TC écarte son inquiétude en disant qu'il tourne un film pour sa thèse. Cette piètre excuse ne convainc pas l'inspecteur Tatara, qui invite donc TC à passer au commissariat avec lui. Mais le jeune homme refuse. Fatigué des manigances de l'inspecteur, TC craque et menace de le tuer s'il persiste. Pendant ce temps, Suzu, une collègue policière, attend nerveusement l'inspecteur Tatara sur le parking. Elle sait qu'elle pourrait bientôt se retrouver dans une situation risquée. Alors que Suzu réfléchit à ses choix de carrière, Oriya la dépasse discrètement et se dirige vers le bâtiment. De retour sur les lieux de l'action, TC lance son dernier avertissement au détective, partir ou mourir. Il affirme que le policier n'a rien contre lui de toute façon et qu'il sortira de prison en un rien de temps. De plus, il a des gens influents derrière lui. L'inspecteur Tatara confirme le dicton, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Mais il n'a pas que des pommes à se mettre sous la dent. Surgissant de nulle part, Mikoto fait passer le vélo d'Arashi à travers la fenêtre, prenant tout le monde par surprise. Arashi lit alors le verdict final de TC, couleur de l'étiquette, noire, une tumeur maligne qu'il va exciser. Consterné, l'inspecteur Tatara se précipite pour neutraliser Arashi, mais Oriya l'arrête d'un coup de feu aveuglant. La fumée enveloppant la pièce, les coupables tirent imprudemment, mais en vain. Cependant, l'un des malfaiteurs fait prisonnier Fujino et le tient en joue. Avant que quiconque ne puisse réagir, l'escroc tire sur Fujino, puis dirige ses balles sur les autres en guise d'acte de désespoir. Arashi sauve Tatara mais l'avertit de ne pas se mettre en travers de son chemin. Arashi et Mikoto quittent la zone après avoir abattu l'étiquette noire et neutralisé les autres. L'inspecteur Tatara escorte la fille de Fujino jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité, alors que l'immeuble s'effondre lentement. Il retrouve Suzu, qui attendait leur retour avec impatience. Mais à ce stade, ils ne pourront pas poursuivre Arashi et les autres, car Oriya fait exploser leur voiture. Sur le chemin de la cachette, Arashi exprime sa déception car leur objectif secondaire s'est envolé et, pire encore, un captif est mort. Mikoto tente de lui remonter le moral en lui disant qu'ils ont fait de leur mieux malgré les circonstances. Elle se souvient alors de leur conversation sous la douche. Arashi lui a raconté l'attaque de la conférence médicale internationale, il y a 9 ans, dont il était le seul survivant. C'est du moins ce que dit l'histoire. Mais Arashi a révélé qu'il y avait un autre survivant, son meilleur ami, Ryu, qui était aussi le fils du docteur Mochizuki. Lors de l'attaque, Arashi a protégé Ryu de l'explosion, ce qui a eu pour effet de déchiqueter son corps. Ryu, quant à lui, a été gravement blessé à la tête. Le docteur Mochizuki a attribué une étiquette noire à son fils, qui était en état de mort cérébrale. Le corps de Ryu a été découpé, et ses membres et son cœur ont été transplantés sur Arashi pour lui sauver la vie. Sans le triage du docteur, Arashi ne serait pas en vie aujourd'hui. Bien que reconnaissant, Arashi se demande parfois dans quelle mesure il est vraiment lui. L'autre garçon qui sommeille en lui le pousse à examiner la vérité du triage, puisqu'il est né d'un tel triage. Même après leur dernière mission, Arashi n'a toujours pas trouvé la réponse. Arashi poursuit son voyage en tant que membre de l'organisation Black Label, mais sa quête d'une réponse à sa raison d'être se poursuit également. Il est sûr d'une chose, il est si facile de prendre une vie. Mais cela ne l'effraie pas et ne l'attriste pas. Peut-être parce qu'il pense que ce n'est pas comparable à la tragédie qu'il a subie. À l'hôpital général de Mochizuki, l'inspecteur Tatara reproche au personnel de ne pas l'avoir autorisé à parler à la fille de Fujino, un témoin important dans l'affaire du chantier d'Aranami. Itsuji, l'infirmière en chef, utilise son charme naturel pour le calmer. En sortant, le détective et Suzu tombent sur Akashi et Mikoto, qui se dirigent vers l'installation secrète. Par coïncidence, Tatara maudit l'homme au masque de fer. Arashi murmure qu'il ne s'agit même pas de fer mais de superpolycarbonate. Pendant ce temps, Yuko, qui est également médecin, termine l'examen de la fille de Fujino. Après lui avoir prescrit des médicaments, elle fait sortir la patiente. Mais une chose inquiète Yuko et Miki, la jeune fille semble avoir perdu la mémoire. Même les médicaments prescrits par Miki n'ont pas réussi à obtenir de réponse de la part de la jeune fille, si bien qu'ils n'ont plus que laisser la police s'occuper du reste. Le docteur Mochizuki réunit tous les membres de Black Label pour une réunion d'information.
Bien qu'ils aient réussi à éliminer 2 cibles du Black Label, l'une d'entre elles a réussi à s'enfuir, Masaki Jin, qui doit être exterminé immédiatement. En récompense du bon travail d'Arashi, le Dr Mochizuki annonce qu'il deviendra un membre à part entière du Black Label à partir d'aujourd'hui. Il rejoindra une nouvelle équipe avec Mikoto et Oriya, Ampule 1, tandis que les membres les plus anciens, Yuko, Miki et Itsuji, formeront Ampule 0. Tous sont morts une fois, mais grâce à la vitalité qui les a aidés à surmonter ce destin, ainsi qu'à leur potentiel infini, le docteur pense qu'ils joueront un rôle déterminant dans la réalisation de son ambition. Quelques instants après sa libération, la fille de Fujino rentre chez elle, mais les hommes de Masaki l'enlèvent. La nouvelle de l'enlèvement d'une jeune fille parvient à l'inspecteur Tatara, qui craint que la victime ne soit la fille de Fujino. Comme prévu, un triage au noir a été ordonné pour Masaki Jin. Masaki et ses hommes se sont retranchés dans un bâtiment abandonné. Ils tourmentent la jeune fille pour qu'elle leur révèle où sont cachés les fonds d'Aranami. Masaki assure à la jeune fille qu'il est de son côté en tant qu'ancien allié de son père. Mais il n'a pas besoin de la convaincre. Masaki a quelque chose de mieux, le lys de platine. Après avoir injecté la puissante drogue à la victime, Masaki et ses hommes attendent avec confiance l'arrivée des ennemis, en particulier du type au masque de fer. Attention à ce que vous souhaitez. Ne voulant pas subir le même sort que l'Aranami, Masaki a pris toutes les précautions nécessaires pour que l'opération se déroule sans encombre. Il a délibérément révélé leur emplacement aux flics, les attirant ainsi dans son piège. Et quand tout sera terminé, il a prévu un bouc émissaire. Quelqu'un doit s'opposer à Masaki, et comme dans tous les films policiers, l'inspecteur Tatara s'aventure seul dans la gueule du loup une fois de plus. Mais le détective n'est pas le seul en action. Black Label est déjà en position. Étonnamment, Tatara atteint la victime en un clin d'œil, comme si on l'avait laissé faire. C'est parce qu'ils l'ont fait. La fille de Fujino, apparemment droguée, poignarde Tatara et le laisse grimaçant de douleur. Mikoto trouve le détective allongé sur le sol. Par coïncidence, Suzu les voit tous les deux et pense immédiatement que Mikoto a tiré sur son supérieur. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, les hommes de Masaki l'attrapent par derrière et les encerclent. Tandis que Mikoto se retrouve dans une situation délicate, Yuko se débarrasse calmement de quelques escrocs. Itsuji se joint à la fête en bombardant l'ennemi avec sa mitrailleuse. Miki a aussi ses jouets et ses tours, mais elle reste calme. Avec Tatara blessée et Suzu retenue prisonnière, Mikoto ne peut pas attaquer les escrocs. Mais tout ce qu'il faut, c'est le bruit d'une moto. L'instant d'après, la moto d'Arashi traverse le mur, inspirant la peur aux ennemis. Arashi abat les malfrats les uns après les autres pendant que Mikoto récupère Suzu. Les hommes de Masaki parviennent à se défendre et arrosent Arashi de balles. Mais aucune d'entre elles ne transperce la combinaison d'Arashi. Une fois ce dernier établi, Arashi et Mikoto s'occupent de l'affaire. Ils se rendent ensuite sur le toit, où Masaki les attend. La fille de Fujino surgit de nulle part pour poignarder Arashi, mais elle est abattue par l'assassin au cœur froid, à la grande surprise de Mikoto. Heureusement, Mikoto découvre qu'Arashi a utilisé des balles en caoutchouc, ce qui permet à la fille de Fujino de s'en sortir. Pris au dépourvu par les actions d'Arashi, Masaki parle soudain de conscience. Pendant longtemps, Arashi s'est demandé si les humains avaient une conscience. Mais à présent, tout est clair pour lui. Il a trouvé la réponse. Il a toujours eu une conscience en lui, sous la forme d'une détermination inébranlable. Masaki se moque des paroles d'Arashi et affirme qu'il a gagné alors qu'il s'apprête à monter à bord de l'hélicoptère qui lui permettra de s'enfuir. Mais pas si vite, dit Oriya, qui détruit le plan d'évasion de Masaki à coups de bazooka. Désormais acculé, Masaki décide de poursuivre sur la voie du mal et de mourir selon ses propres termes. Mais Arashi lui donne un coup de feu d'adieu avant qu'il ne puisse sauter du haut de l'immeuble. Masaki trouve la mort. Une fois que tout le monde a évacué le bâtiment, Oriya reçoit le signal de terminer leur mission en beauté. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.